Il y a une troisième partie de ce cours sur les morales téléologiques. Nous allons nous intéresser essentiellement à la doctrine de l'utilitarisme. Alors, contrairement aux deux premières parties où je n'avais pas fait d'allusion historique, ou en tout cas très peu nourrie, là je voudrais présenter rapidement quatre penseurs qui sont considérés comme tout à fait fondamentaux dans l'histoire de la doctrine morale de l'utilitarisme, même si ensuite au XXe siècle, les noms seront légion. Le premier est John Wesley, qui est un protestant anglais du XVIIIe siècle, fondateur du méthodisme. Et ce sont les idées de Wesley sur la maxime morale très simple, faites autant de bien que vous le pouvez, qui ont, semble-t-il, influencé celui qu'on présente souvent comme le fondateur de l'utilitarisme, Jeremy Bentham, penseur très important, auteur de nombreux ouvrages. Vous pourrez regarder dans Wikipédia pour avoir une vision plus claire. Je vous cite les deux qui nous intéressent le plus. L'introduction au principe de la morale et de la législation. C'est là qu'on trouve ce principe de l'utilitarisme qu'il convient ou qu'il faut réaliser le plus grand bonheur du plus grand nombre. Et à la fin de sa vie, il a écrit un ouvrage dont le titre pourrait nous surprendre puisqu'il s'appelle Déontologie. Donc l'idée des devoirs, mais c'est une déontologie qu'on pourrait dire téléologique, puisque les devoirs découlent de la fin. Ce sont tout ce que l'on doit faire pour atteindre la fin, qui est le plus grand bonheur du plus grand nombre. Et parmi les autres ouvrages de Bentham, on pourra retenir le panoptique. Donc c'est cette doctrine des pénitenciers qui doivent ressembler à la censive, puisque il faut pouvoir surveiller en tout point tous les prisonniers. Bentham avait un certain nombre d'idées que vous avez dû trouver dans le livre de Sandel, qui les présente, en particulier sur la manière de traiter les prisonniers. Le beau-fils, le gendre de Bentham est John Stuart Mill, penseur très influent, qui écrit environ en moitié du XIXe siècle. En philosophie de la connaissance, vous connaissez peut-être la logique, qui est une somme au fond de théorie de la connaissance et des sciences euh, telles qu'elles pouvaient être formulées dans une doctrine un peu proche du positivisme d'Auguste Comte vers 1850-1860. C'était un philosophe là aussi présenté, je crois, par Sandel assez prodigieux, puisqu'il a pris le grec à 2 ans, le latin à 5, il était à Oxford à 12 ans, était juriste à 15, avocat à 19. Et il est très connu pour ses idées aussi libérales. Les deux grands ouvrages auxquels je ferai référence sont sur l'utilitarisme, ou la doctrine de l'utilitarisme, On Utilitarianism, et On Liberty, sur la liberté. C'est les principes fondamentaux du libéralisme, euh, au sens anglais, hein, des libertés fondamentales qui doivent être protégées. Et enfin, George Edward Moore, c'est un philosophe contemporain de Russell, professeur et en même temps disciple de Wittgenstein, dont le grand ouvrage Principia Ethica, publié autour de la guerre de 14, contient un certain nombre de doctrines philosophiques qui ont eu un grand écho. L'une est que la notion de bien est primitive, elle est indéfinissable, euh, et qu'il y a un sophisme qu'on appelle le sophisme naturaliste à essayer de définir le bien en termes de qualité naturelle. Mais si le bien est indéfinissable, le juste ou le right en anglais se définit comme ce qui est utile au bien. Et au fond, la morale de Moore, les Principia Ethica, définissent ce qu'on peut appeler le conséquentialisme, c'est-à-dire que on doit toujours apprécier une action. Le critère ultime de l'appréciation de l'action, c'est la qualité, enfin la valeur des conséquences qu'elle produit en termes de bien. Ce qui fait que Moore dit que l'adage "la fin ne justifie pas les moyens" véhicule sans doute une pensée acceptable, mais au sens strict, elle est fausse. La fin, qui est de maximiser les bonnes conséquences, justifie toujours les moyens.
Alors, nous allons aborder 3 points. D'abord, je précisais un peu la doctrine de l'utilitarisme. Je voudrais souligner ses attraits et ensuite montrer quelques-unes de ses difficultés. Le principe de l'utilitarisme, je l'ai dit, c'est de maximiser le bonheur, quelquefois entendu comme plaisir, du plus grand nombre. Bentham dit que nous avons 2 maîtres souverains, le plaisir et la douleur. Nos actions sont essentiellement explicables par l'attrait du plaisir et la fuite de la douleur. L'utilité se définit comme ce qui fait la différence entre les deux, ou le différentiel plaisir moins douleur. Une action est utile et donc elle sera bonne au sens où elle contribue au bien si ce différentiel est positif, ou en tout cas si c'est le différentiel le plus élevé parmi toutes les alternatives accessibles. Donc on peut dire que le principe de l'utilitarisme, c'est aussi de maximiser l'utilité. Il s'agit évidemment d'une utilité qui n'est pas personnelle comme on pourrait le voir chez les hédonistes ou des conséquentialistes hédonistes, maximiser le plaisir individuel, en tout cas égoïste, mais c'est une utilité sociale. Il s'agit de maximiser le bonheur pour le plus grand nombre. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de maximiser le bonheur pour soi, et il ne s'agit pas non plus de réaliser le bonheur du plus grand nombre, parce que un peu de bonheur pour le plus grand nombre n'est pas forcément le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, de la même manière que le plus grand bonheur pour soi ou pour un individu n'est pas forcément le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Ça pourrait l'être, mais ça n'est pas. Il faut un double impératif. Je crois que je vous avais donné cet exemple. Lire le plus grand nombre de livres dans le plus grand nombre de langues ne veut pas dire lire beaucoup de livres. Ça veut dire simplement qu'on a lu des livres dans plus de langues que qui que ce soit d'autre. On pourrait aussi envisager la voiture qui est la plus grande à l'intérieur tout en étant la plus petite à l'extérieur. Ça n'est pas la plus grande des voitures, ça n'est pas la plus petite des voitures, mais celle qui combine le mieux ce maximum et ce minimum. On va parler de maximine. Et donc là, il s'agit de maximiser l'utilité. Et je vous renvoie au texte de Mill sur le bonheur, que j'avais cité en introduisant le chapitre sur l'hédonisme, et qui évidemment, si on l'entend comme bonheur du plus grand nombre, permet aussi de définir l'utilitarisme. Il est important de noter que les préférences que les individus peuvent avoir sont uniformes dans cette doctrine. Il n'y a pas vraiment de différence à faire entre les plaisirs et les biens, il y a juste une quantité plus ou moins grande de plaisirs ou de biens, ce qui veut dire qu'on doit pouvoir les comparer et les homogénéiser. Les seules différences à prendre en compte entre les plaisirs et les biens sont des différences d'intensité, surtout s'il s'agit de plaisir, on pourrait dire plus généralement de quantité, et des différences de durée, quantité temporelle, c'est-à-dire deux plaisirs qui auraient la même intensité mais dont l'un dure plus longtemps que l'autre, ce second plaisir est supérieur au premier. Vous voyez cette citation de Bentham qui manifeste cette homogénéité des plaisirs, à quantité de plaisir égale, ou à intensité et durée de plaisir égale, une épingle est aussi bonne qu'un poème. On peut dire la quantité se différencie entre intensité et durée. Certaines questions peuvent être posées, je ne vais pas y répondre maintenant, mais parce qu'on en a déjà un peu parlé dans les séances précédentes. Tout plaisir a-t-il une valeur? Est-ce que le plaisir retiré au spectacle des jeux du cirque, allusion à l'ami d'Augustin Alypius, dont Augustin rapporte dans les Confessions qu'il est allé au cirque alors qu'il avait décidé d'y renoncer, mais parce qu'il était pressé par ses amis et que finalement, dans l'ambiance, il a fini par céder à l'attrait des jeux. Il y a un plaisir procuré par la mise à mort des gladiateurs ou des hommes ou des chrétiens mangés par les lions, mais il n'est pas clair que ce plaisir ait une valeur. Donc, peut-on assimiler tout plaisir à une valeur? C'est un problème pour l'utilitarisme, en tout cas quand il envisage le bien en termes de plaisir. Deuxième question, les plaisirs sont-ils commensurables? A-t-on une unité de mesure commune pour les plaisirs? Et enfin, la valeur des plaisirs et des douleurs est-elle la seule chose à prendre en compte?
Évidemment, si on parle de bien, on pourra sans doute dire que c'est la seule chose à prendre en compte. Et la réduction du bien au plaisir, comme chez Bentham, peut-être moins chez Mill, est problématique. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de conséquentialisme à propos de Moore. Je vous propose une description de la méthode, on pourrait dire, conséquentialiste. Celle-ci consiste à identifier un bien intrinsèque, que ce soit le bonheur, l'autonomie, la connaissance, la vertu, chacun pouvant être un bien intrinsèque, et on pourrait dire que le bien étant constitué par ces différents biens, ou, si l'on veut comme Moore dire que le bien est indéfinissable, eh bien, il sera par définition intrinsèque, c'est-à-dire le bien. On identifie un ou des mots intrinsèques, par exemple la douleur, l'angoisse, les impulsions sadiques, le tort infligé aux innocents. On détermine, puisqu'il s'agit de morale pour un agent, l'agent doit déterminer les options qui lui sont accessibles, quelles sont les actions que je peux faire, en incluant même les omissions, quelles sont mes alternatives. Quatrième étape, il faut déterminer la valeur des résultats que procurerait le choix de chacune des options, en faisant le différentiel entre le bien et le mal obtenu euh, selon l'action qui se présente. Et il convient alors de choisir celle qui donne le meilleur résultat. Il convient, c'est-à-dire qu'il faut, cela est obligatoire, toute autre action est une action immorale, puisque toute autre action sera mauvaise, et donc il ne faut pas la réaliser. Seule l'action qui maximise les conséquences est bonne et donc est obligatoire. Donc on peut illustrer cette méthode conséquentialiste sur des exemples tragiques que nous avons déjà discutés. L'exemple du trolley que l'on dévie sur une personne pour éviter la mort de 5 identifie au fond la vie comme un bien intrinsèque et la mort comme un mal intrinsèque, mais il y a un rapport quantitatif qui fait que le calcul utilitaire veut préserver, euh, veut sauver le maximum de vie ou n'en perdre que le minimum. Avec cette problématique, lorsqu'il s'agit de dévier le tramway, la chose nous semble possible, voire obligatoire, si nous sommes utilitaristes et conséquentialistes, tandis que s'il s'agit de pousser quelqu'un pour qu'il bloque le tramway, euh, nous avons une réticence que l'utilitarisme tel que je l'ai présenté n'explique pas. Donc, ou bien ça devient une objection à la doctrine utilitariste, ou bien il faut que l'utilitarisme permette de rendre compte de cette différence, ou qu'il nous impose finalement de reconnaître que dans les deux cas, il faut préférer 5 vies à une. Le cas de la transplantation d'organes à ce moment-là devient dramatique, puisque si le calcul utilitaire prévaut toujours, il vaudrait mieux tuer un jeune homme en bonne santé pour prélever ses organes vitaux et sauver 5 patients qui ont un besoin vital de transplantation d'organes. Et puis vous avez cet exemple que rapporte Sandel, qui est un exemple historique, de la mignonnette. Alors quelques calculs utilitaires pour exemplifier cette méthode conséquentialiste. Nous avons déjà vu l'exemple du tramway ou du trolley que l'on dévie sur une personne pour en sauver 5. Et le calcul utilitaire consiste à dire que la vie est un bien intrinsèque, la mort un mal intrinsèque, et que le rapport quantitatif fait qu'il vaut mieux sauver 5 vies et en perdre une que de laisser 5 vies se perdre sans mettre en danger l'homme solitaire. En même temps, nous avons une réticence à appliquer ce même calcul dans le cas du pont, où il s'agit de projeter quelqu'un sous le tramway pour qu'il l'arrête et sauve 5 personnes. Et dans ce cas, ou bien nous avons une objection à la doctrine utilitaire qui ne rend pas compte de notre intuition morale et qui est mise en échec, ou bien l'utilitarisme est capable de rendre compte de la différence, même si cela n'apparaît pas dans le simple calcul 5 vies pour une, et donc c'est à sa charge d'expliquer la différence entre les deux situations de l'aiguillage et du pont, ou bien
le calcul utilitaire prévaut et doit nous obliger à modifier notre conception morale spontanée, selon laquelle on ne peut pas mettre en danger volontairement la vie de quelqu'un en le poussant par exemple du pont. Et le calcul utilitaire nous dit non, mais il n'y a pas de différence entre le cas du pont et le cas d'aiguillage. Dans tous les cas, il faut maximiser, au fond, les biens intrinsèques. Ce qui nous expose alors à l'objection de la transplantation, où le même calcul devrait permettre de dire que nous pouvons prélever les organes vitaux d'un jeune homme en bonne santé pour sauver 5 patients qui ont un besoin vital de l'un de ces organes, ce qui paraît tout à fait répugnant. Et ou bien l'utilitarisme est capable de nous faire avaler la pilule de la transplantation, ou bien il doit trouver le moyen de rendre compte de cet interdit moral, ou bien il est mis en échec. Et nous avons l'exemple rapporté par Sandel, que vous avez dû lire, exemple historique de la Mignonnette, ce bateau où les marins se sont retrouvés à 4 sur un canot de sauvetage après un naufrage, et ont fini par se résoudre, pour survivre, à manger l'un des 4, le système de la courte paille ayant été refusé. Ils ont décidé, au moins 2 d'entre eux, de tuer un jeune mousse qui était en fait déjà mourant, et de s'en nourrir, ce qui leur a permis d'être sauvés quelques jours après. Celui qui n'avait pas voulu participer au crime s'est lui-même nourri. Et comme vous savez, il y a eu un jugement qui semblait être très sévère, puisqu'il s'agissait au fond d'un crime, mais l'opinion publique s'est rangée derrière les marins, dont le capitaine, qui avait une réputation tout à fait honorable. On demandait une sorte de jugement d'exception, et finalement, le jugement rendu a été très mitigé, puisqu'ils ont été condamnés à 6 mois de détention, ce que le capitaine Dudley n'a en fait jamais accepté. Alors évidemment, on peut poser un certain nombre de questions. J'en énumère 3. Y a-t-il, au fond, des principes plus fondamentaux, ou qui peuvent être, dans certaines circonstances, plus fondamentaux que le simple calcul de l'utilité ou de l'intérêt du plus grand nombre? Une autre question que l'on peut poser, c'est même si la procédure suivie est parfaitement équitable, chacun des marins s'arrêtait la même chose s'il y avait eu un tirage au sort à la courte paille, peut-il tout justifier? Et même s'ils sont tous consentants a priori, voire si le mousse qui a été mangé était consentant, comme l'a été cet Allemand qui a été invité par un cannibale pour un dîner au terme duquel il serait tué puis mangé par le cannibale, euh, était consentant, ce qui a été soutenu dans le procès. Suffit-il du consentement pour justifier, au terme d'une procédure équitable, euh, et au terme d'un calcul utilitaire qui ferait valoir que la solution, alors dans le cas du cannibale ça n'est pas évidemment vrai, mais dans le cas du mousse on pourrait considérer qu'on sauve 3 vies au mépris d'une, cela peut-il tout justifier? Ce sont de grosses questions que la réflexion morale ne peut pas ne pas poser, et questions auxquelles se trouve confrontée la doctrine utilitariste. Alors la doctrine utilitariste soulève, pour bien la comprendre, différentes questions relatives à la connaissance morale. S'agit-il de dire que la bonté de l'action dépend des conséquences effectives de l'action? C'est une fois que les conséquences se sont produites que l'on peut dire si l'action est bonne ou mauvaise. C'est la conception classique. Ou bien dépend-elle des conséquences escomptées? C'est-à-dire que l'on pourrait faire un calcul qui nous montre qu'une option est préférable à une autre, mais la réalité montrerait par la suite que finalement ce calcul a été fautif et que en fait les conséquences étaient moins bonnes. Faut-il dire que l'agent a décidé de faire une action mauvaise alors qu'il la pensait bonne, ou au contraire que c'était la bonne action puisque son calcul était le calcul des conséquences les plus utiles?
L'erreur est possible, et l'erreur de prévision est possible. Dans le premier cas, si on estime que la bonté dépend des conséquences effectives, on pourra distinguer l'action bonne, celle qui a produit les meilleures conséquences, de l'action droite. L'action droite, c'est celle de celui qui visait les meilleures conséquences, quand bien même il se serait trompé. Donc une action pourrait être juste ou droite sans être bonne. Tandis que si l'on considère que l'action bonne se mesure aux conséquences escomptées, alors il faudrait dire qu'une action peut être bonne, puisque les conséquences escomptées étaient les meilleures, même si le résultat est mauvais. Chacune des deux options pose un problème. Et enfin, faut-il distinguer l'évaluation de l'action de celle de l'intention? Si vous pensez que la bonté de l'action dépend des conséquences effectives, eh bien oui, parce que l'intention est de produire les meilleures conséquences, mais si le jugement est erroné, il s'avérera que l'intention étant bonne, l'action pourrait être mauvaise. Dans le second cas, la réponse est non, puisque les conséquences escomptées font que l'intention est bonne si ce calcul et si le choix est de préférer les meilleures conséquences, et que l'action est bonne, puisque on jugera la bonté de l'action aux conséquences escomptées. J'espère que ceci n'est pas trop difficile, c'est un petit peu filandreux, mais vous relirez la diapositive et j'espère que vous n'aurez pas de problème. Alors, l'attrait ou les attraits de l'utilitarisme, d'abord c'est une doctrine qui satisfait à ce que, semble-t-il, toute pensée morale devrait mettre en avant, c'est qu'il s'agit d'une doctrine impartiale. La doctrine ne fait pas exception des personnes, j'y reviendrai. Bentham était lui-même abolitionniste à propos de l'esclavage, dans une visée parfaitement impartiale entre les hommes. C'est une doctrine qui explique sans doute l'essentiel des croyances morales communes. Elle peut rendre compte de l'utilité des vertus et de la nocivité des vices. Il y a des problèmes dans les cas extraordinaires sur lesquels nous reviendrons, mais en gros, elle peut, et elle a de fait, conduit à des présentations de la vie morale qui ne choquent pas la plupart du temps, sauf les cas extraordinaires, le sens commun. Elle est efficace, elle donne un principe de solution des conflits. Alors je vous renvoie à D2000 sur la manière de calculer l'impôt dans son livre sur l'utilitarisme, puisque c'est toujours la maximisation des meilleures conséquences qui va permettre, en cas de doute, de trancher le point de savoir quelle est l'action bonne, voire l'action obligatoire. C'est une doctrine qui propose une certaine flexibilité, puisque finalement aucun principe n'est absolu, contrairement à la citation de Kenny que j'avais présentée dans un diaporama précédent, toute norme peut être violée. Et comme je vous l'avais dit en citant Moore, en un sens, la fin justifie les moyens. Si la fin est les meilleures conséquences, cette fin-là, obtenir la meilleure somme de conséquences, justifie toute action qui a cette visée. Même si en un autre sens, qui serait celui de la sagesse commune la plupart du temps, cela est faux. On pourrait montrer de quelqu'un qui, pour obtenir un certain résultat, par exemple, pour faire cuire son dîner, met le feu à la maison parce que cela chauffera le dîner, que la fin ne justifiait pas les moyens, parce que finalement la somme des conséquences en fait n'est pas utile, mais la fin qui était de cuire le dîner, par exemple un méchoui, ne justifiait pas de mettre le feu à la maison. Et enfin un point évidemment très intéressant, mis en avant par l'un des utilitaristes les plus connus aujourd'hui, le philosophe Peter Singer qui enseigne à Princeton, puisque l'utilitarisme vise le plus grand bonheur du plus grand nombre, compris en termes de plaisir et de diminution de douleur, il porte non pas sur tous les êtres rationnels, par exemple, mais sur tous les êtres sensibles. Donc la communauté morale se trouve élargie au-delà des êtres humains, et en particulier des êtres humains majeurs, à l'ensemble des animaux, ou en tout cas de ceux dont le système nerveux, par exemple, nous autorise à penser qu'ils éprouvent douleur et plaisir. Singer s'est rendu célèbre par son livre des années 70 sur la libération des animaux, qui est je ne sais pas si c'est le début, mais qui est
un des vecteurs de l'éthique animale. Alors je vous reproduis un argument présenté par Schaffer-Landau pour illustrer ce dernier point. S'il est immoral de tuer et manger un être humain marginal, l'idée est qu'on va appeler marginal, le mot est mal choisi, mais c'est celui de Schaffer-Landau qui s'en explique ainsi, qui n'est pas, on pourrait dire, un être humain adulte en pleine possession de ses moyens, qu'il s'agisse d'un jeune enfant, d'un vieillard diminué, d'une personne handicapée, etc. Donc s'il est immoral de tuer et manger un être humain marginal et de faire une expérimentation douloureuse sur lui, alors il est également immoral de traiter ainsi les animaux non humains, puisque ce sont des êtres sensibles. Ils n'ont peut-être pas les facultés rationnelles. Il faudrait prendre évidemment marginal, peut-être dans un sens plus fort que ce que j'ai dit, où il n'y a vraiment plus d'activité proprement humaine. Deuxième prémisse, il est toujours, ou presque toujours, si l'on suit Peter Singer, immoral de tuer et de manger un être humain marginal et de faire sur lui des expériences. Et la conclusion, c'est qu'il est toujours, ou presque toujours, immoral de tuer et de manger les animaux non humains et de faire sur eux des expériences. Peu de gens, je crois, remettraient en cause la prémisse 2. Beaucoup voudraient sans doute éliminer la parenthèse. Et donc, c'est la prémisse 1 qui est le fondement de l'éthique animale qui pourrait être discutée, c'est-à-dire cette comparaison d'un être humain qui n'exerce pas, qui n'a pas la capacité d'exercer des facultés rationnelles, avec un animal, en particulier avec un mammifère supérieur. La position de Peter Singer est que la vie d'un chien ou d'un porc en bonne santé peut avoir plus de valeur, parce qu'elle procure plus de plaisir et on peut minimiser la douleur, que la vie d'un être humain qui serait dépourvu euh, non seulement des facultés rationnelles, mais qui serait en train de souffrir. Donc, évidemment, non seulement on va très loin dans la direction de l'euthanasie, mais de beaucoup de considérations que vous pouvez soit deviner, imaginer, soit il faudra lire Singer pour le comprendre. Alors, je voudrais passer au chapitre des difficultés et des objections à la doctrine utilitariste. Et je vais distinguer 4 registres. Le problème de la mesure, le problème de l'exigence de la doctrine, le problème de l'impartialité, que j'avais présenté d'abord comme un attrait, mais c'est un attrait qui a son revers, et le problème de la justice ou le problème des droits. Le problème de la mesure, c'est, on l'avait déjà dit à propos de l'hédonisme, qu'il faut, le calcul de l'utilité nécessite une unité de mesure entre les plaisirs et les douleurs. On pourrait dire que les plaisirs ont comme unité les yuppies et les douleurs les arches, et qu'on pourrait en plus non seulement comparer les plaisirs entre eux et les douleurs entre elles, mais comparer les plaisirs aux douleurs et pouvoir faire une soustraction, ou faire une proportion de youpi sur arche. Et l'idée, c'est que s'il y avait cette unité de mesure, ce pourrait être, je ne dis pas que ça doit l'être, que tout utilitariste doit le penser, mais ce pourrait être l'argent, puisque l'argent est une unité neutre. Et cette idée qu'au fond, on peut mesurer le bonheur et le malheur en termes financiers, c'est une idée qui est très opérationnelle aujourd'hui, ne serait-ce que dans le système des assurances. Alors vous avez lu dans Sandel, et je vais aller assez vite, il donne plusieurs exemples, j'en retiens 2. L'enquête de Philip Morris sur les méfaits du tabac, il y avait donc un calcul, le coût-bénéfice. Les coûts de la consommation de tabac, ce sont les coûts de santé. Et les bénéfices, ce sont les impôts ou les taxes qui en sont retirés, les économies de santé qui sont réalisées par les morts précoces dues au tabac. Alors évidemment, on peut considérer que je devrais mettre dans les coûts les décès, comment compter les décès en termes de coûts, les économies de retraite qui sont réalisées par le fait que les gens consommeront moins de retraite, et les économies de résidence. Et le calcul avait été que les bénéfices s'élevaient à 147 millions, plus pour les économies de santé dues à des morts précoces, $1227 par
si j'ose dire, mort ou vie économisée. Donc, quand le calcul a été rendu public, évidemment, ça a été dramatique pour Philip Morris. L'opinion ne peut pas supporter cette, cette présentation, mais Sandel, qui est un critique de l'utilitarisme, le présente comme, au fond, un calcul qui est tout à fait fidèle à la doctrine utilitariste. De la même manière, la compagnie Ford a dû faire face à un problème très grave que posait l'un de ses exemplaires, la Ford Pinto, dont il avait été constaté qu'elle était exposée à un risque d'explosion en cas d'emboutissement par l'arrière en raison de la position du réservoir d'essence. Et la compagnie s'était posé la question de savoir s'il valait mieux retirer la voiture, la faire revenir dans les ateliers pour la réparer, ou la laisser en circulation. Coût du retrait, de rapatriement de chaque véhicule et de la réparation, 11 dollars par véhicule. Donc la réparation était peu chère, mais multipliée par 12,5 millions de véhicules, donc 137 millions. Si en revanche on la laisse circuler, certes il y a un coût, alors j'ai marqué bénéfice, c'est l'autre coût, parce que c'est le coût qui est moindre. 180 morts en estimant chaque mort à une police d'assurance à 200 000 dollars, plus 180 blessures estimées à 67 000 dollars, plus 2000 véhicules, alors je ne sais pas, c'est le remplacement des véhicules estimé à 700 dollars, ce qui revenait à un peu moins de 50 millions, et donc la décision était de laisser la voiture circuler malgré ce défaut. Bien entendu, lorsque l'enquête a été rendue publique, ça a été un coup dur pour la compagnie Ford, parce que ce calcul est particulièrement répugnant. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'utiliser ces exemples comme une réfutation radicale de l'utilitarisme, et il ne s'agit pas de nier l'importance de faire ces calculs de coûts et de bénéfices, comme on le voit aujourd'hui avec la question des médicaments. Mais il s'agit, par ces exemples qui sont assez caricaturaux, de mettre en cause l'idée que le calcul coût-bénéfice soit le seul principe et le principe suprême qui gouverne la vie morale. Dernier exemple que je reprends aussi à Sandel, l'étude de Thorndike, donc un psychologue américain, qui avait mené une enquête pour voir quel était le prix ou la quantité, donc le prix monétaire que les gens étaient prêts à mettre pour différentes douleurs. Donc entre arrachage d'une incisive, amputation d'un orteil, le fait d'avaler un ver de terre vivant de 15 cm, étrangler un chat, ou, alors c'est un problème américain, vivre dans le Kansas, c'est un petit peu les ch'tis des États-Unis. Et l'étude avait donné des résultats que vous voyez affichés ici, et qui montrent que, alors, paradoxalement, que ce que les gens sont le moins prêts à faire, c'est à vivre dans le Kansas et ensuite avaler un ver de terre vivant de 15 cm, ce qui permettrait, donc vous voyez, par l'argent, d'avoir une unité de mesure entre les douleurs et du coup entre les plaisirs. Donc ce problème de la mesure, un certain nombre d'utilitaristes, à commencer par John Stuart Mill, ont vu qu'il était problématique et ont introduit, par exemple, comme chez Mill, l'idée d'une différence des plaisirs. Il y a des plaisirs bas et des plaisirs élevés, pourrait-on dire, des plaisirs qui comptent plus que d'autres. Mais ça amène forcément à poser la question de savoir si le bonheur ou le bien est constitué uniquement de plaisir ou s'il ne faut pas mettre d'autres valeurs à côté des plaisirs. On peut aussi considérer qu'il est difficile, voire impossible, de réduire les plaisirs et encore plus les biens à des quantités. Et si c'est le cas, que veut dire maximiser les plaisirs? Maximiser non pas la quantité à ce moment-là, mais la qualité des plaisirs. Je ne dis pas que l'idée n'ait pas de sens, mais elle devient beaucoup plus difficile à cerner. Et en particulier, comment trancher entre des biens que nous pourrions juger incommensurables? Comment trancher entre un grand plaisir pour un grand nombre et puis ce qui nous semble être un devoir de justice? L'objection que l'on pose souvent à l'utilitarisme, c'est si le juge
considère qu'il vaut mieux condamner un innocent pour éviter un lynchage et une bataille générale qui fera de nombreuses victimes, alors qu'il sait que la personne est innocente, doit-il maximiser, au fond, le fait d'épargner le maximum de vie, ou doit-il suivre la règle de la justice? On peut avoir un avis tranché, ou on peut considérer que ce sont des choses difficiles à comparer. Argument que l'on peut tirer de ces considérations à propos de l'utilitarisme, argument contre l'utilitarisme. L'utilitarisme est vrai s'il y a une unité de mesure précise pour déterminer la valeur des résultats d'une action, mais il n'y a pas d'unité de mesure de ce type, donc l'utilitarisme est faux. Si on accepte 2, c'est donc la première prémisse que devrait refuser l'utilitarisme, ce qui est délicat du point de vue de la doctrine utilitaire, parce que refuser l'idée d'une mesure quantitative tout en gardant celle d'une comparaison qualitative, intuitive entre les conséquences, cela amène à perdre de l'efficacité dans la solution des conflits. On a vu qu'un attrait majeur de l'utilitarisme, c'était de nous permettre de résoudre des conflits. Là, s'il n'y a plus de mesures quantitatives, cette solution sera moins attrayante. Et puis, on ne résout pas le problème des conséquences incommensurables, que ce soit entre deux plaisirs incompatibles et dont on ne voit pas comment les comparer, le plaisir même entre deux activités pour l'après-midi de confinement, qui sont deux plaisirs qui vous attirent, mais dont vous ne voyez pas comment vous pouvez les comparer, ou bien encore plus s'il s'agit d'opposer des valeurs comme le bonheur et la justice. Deuxième problème qui s'oppose à la doctrine utilitariste, le problème de l'exigence. L'idée est que cette nécessité de calculer les conséquences de toutes les options alternatives à chaque fois que l'agent doit s'engager dans une action requiert des délibérations et des calculs qui pourraient être très longs et qui pourraient être très difficiles, peut-être plus faciles pour les uns que pour les autres. Et donc, l'utilitarisme semble impraticable. Alors, la réponse qui pourrait venir de l'utilitarisme consiste à dire qu'il faut bien sûr distinguer les choix rapides que nous faisons dans des situations concrètes et pour lesquelles nous ne pouvons pas procéder à un calcul, mais la sagesse commune, l'intuition et la formation qui a été acquise lors de choix précédents permet d'agir rapidement sans passer par des calculs à chaque fois. Et que pour certains cas difficiles, comme par exemple les choix médicaux, il s'agit de cas que nous pouvons souvent anticiper, au moins de manière abstraite, de sorte qu'une règle soit énoncée qui permette aux agents confrontés à ces cas difficiles d'appliquer la règle sans avoir eux-mêmes à faire le calcul. Est-ce que ces deux réponses suffisent? C'est une difficulté, mais au moins c'est une manière pour l'utilitariste de faire face à l'objection majeure que j'ai formulée. Le problème de l'exigence se traduit aussi en termes de motivation. Pourquoi? Parce que l'utilitariste demande finalement d'être des saints ou des héros, puisqu'il s'agit de toujours, en toute situation, faire le mieux, opter pour l'action qui maximise les conséquences. Et évidemment, une doctrine morale qui demande de toujours faire le mieux peut paraître trop exigeante. Mais l'utilitariste peut répondre que, bien sûr, en un sens, celui qui vit la morale utilitariste sera un saint ou un héros, mais qu'il ne lui est pas demandé de viser la sainteté ou de viser l'héroïsme, de la même manière que la morale du bonheur ne dit pas qu'il faut en toute action viser le bonheur. Le bonheur pourra venir par surcroît. Donc celui qui suit la morale utilitariste fait un calcul ou suit une sagesse commune qui lui semble aller dans le sens du meilleur calcul, mais il ne vise pas la sainteté ou l'héroïsme. Et deuxième point, il convient de distinguer ce qui est une procédure de décision, comment faire pour choisir, et ça peut être calculer les conséquences, mais ça peut être simplement suivre justement cette sagesse commune ou suivre une règle qui a été dictée, et puis
ce qu'est un critère de correction qui va permettre d'évaluer une action, souvent rétrospectivement. Et là, ça sera le calcul utilitaire qui sera la seule règle d'évaluation. Mais cette idée que, bien que l'on évalue les actions uniquement en appliquant le principe de l'utilitarisme, pour agir, on n'est pas obligé d'en revenir à chaque fois au calcul des conséquences. Enfin, le problème de l'exigence à propos de l'action, c'est que l'utilitarisme demande que, enfin, impose que toute action soit ou bien obligatoire ou bien interdite. Soit c'est la meilleure action possible, elle est obligatoire, soit ça n'est pas la meilleure action possible et elle est interdite, puisqu'il faut faire la meilleure action possible. Et donc, comme vous voyez, il n'y a pas de place pour le surérogatoire. Or, pratiquement toutes les doctrines morales estiment que les devoirs moraux fixent, on pourrait dire, une limite de dessous, en dessous de laquelle on ne peut pas descendre, mais qu'il n'y a pas de... Il y a toute une série de gradations au-dessus de cette limite sans qu'on puisse faire une obligation d'être au sommet. D'abord, il n'y a peut-être pas d'action qui est toujours la meilleure. Et ensuite, il faut faire une distinction justement entre le saint ou le héros et puis celui qui mène simplement une vie moralement droite. La réponse de l'utilitarisme est sans doute que la morale est peut-être plus exigeante et qu'au fond, elle peut demander de sacrifier toujours l'intérêt personnel. Mais je dois dire que je ne vois pas comment l'utilitariste répond au problème de celui qui estime qu'il doit donner aux pauvres, mais qui à chaque fois qu'il donne une somme dit je pourrais donner 1 euro de plus. Et le calcul utilitaire doit donc être alors il faut donner 7 € de plus. Quelle raison aurait-on de s'arrêter et donc finalement de donner tout ce que l'on possède? Peut-être que la réponse serait il faut maximiser le bonheur du plus grand nombre, donc nous faisons nous-mêmes partie du plus grand nombre, mais vous voyez bien qu'à ce moment-là, il ne s'agirait peut-être pas de donner toute sa fortune, mais pratiquement toute sa fortune. Je dirais évidemment c'est une exigence presque folle, une exigence franciscaine, mais qui est tellement peu vécue qu'il paraît difficile de penser que ce soit la vérité morale, que ce soit un devoir. C'est peut-être magnifique ou très beau de renoncer à tous ces biens, mais peut-on dire que ce soit ce qu'il est obligatoire de faire pour tout le monde, partout et toujours? Troisième objection, enfin troisième problème, le problème de l'impartialité. Comme je l'ai dit, l'utilitariste, en un sens, demande de ne pas faire exception des personnes. Faire exception des personnes, c'est au fond faire une discrimination, choisir entre ceux auxquels on va donner plus ou ceux auxquels on va donner moins. Cette notion est très utilisée dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, en particulier sous la plume de Saint Paul. Et je vous ai donné un certain nombre de références. Mais, et donc c'est une exigence qui peut sembler tout à fait élevée, mais il peut sembler aussi inhumain et finalement peu sage, peu conforme à la morale commune, de ne pas préférer, parfois, dans certaines circonstances, sa famille, ses amis, lorsqu'il s'agit je sais pas, de réjouir quelqu'un ou de donner un peu de ses biens ou un peu de son affection, etc., ou un peu ou beaucoup, nous considérons il est légitime de faire des différences et de faire exception des personnes. Peut-être que dans certains cas, lorsque la vie est en danger, il n'y a pas lieu, même si c'est difficile, de préférer son enfant à celui de son voisin. Mais s'il s'agit de faire passer un bon moment ou d'emmener en vacances son enfant ou celui de son voisin en sachant qu'on ne peut pas emmener les deux, il ne paraît pas illégitime de préférer les siens. Et puis l'utilitarisme a cette conséquence paradoxale que si l'esclave vaut autant que l'homme libre, impartialité, Bentham abolitionniste, s'il s'avérait que l'esclavage est utile au plus grand nombre, contribue au plus grand bonheur du plus grand nombre, alors l'esclavage serait légitime, voire obligatoire. C'est un argument trop rapide pour en faire une objection, mais le principe de l'objection devrait être clair. Et enfin, dernier problème, le problème de la justice ou le problème des droits.
Selon l'utilitarisme, aucune action n'est intrinsèquement immorale ni morale. Tout dépend de la fin à laquelle sert cette action. Donc, de ce point de vue, la torture, la discrimination, l'homicide de l'innocent peuvent, dans certaines circonstances, être justifiés. Au fond, il n'y a pas d'interdit absolu. La réponse de l'utilitarisme pourra toujours être que les cas où ces actes qui nous semblent absolument répréhensibles pourraient être justifiés sont des cas de situation exceptionnelle. Et qu'au fond, dans les cas habituels, la morale commune n'est pas mise en cause. Quant aux cas exceptionnels, qui peut faire la morale à qui lorsqu'il s'agit de situations dramatiques? Et je réponds, là cette fois c'est moi, quand même. Peut-on vraiment tuer l'innocent? Peut-on condamner? Le juge peut-il condamner l'innocent pour éviter la guerre civile? Ou faudrait-il obéir aux nazis qui demandent de tuer un enfant pour éviter la destruction du village? Le calcul utilitariste dira que oui, et le sens de la justice qui n'est pas utilitariste pourra penser que non. Dernier problème, le problème de la justice ou le problème des droits. Selon l'utilitarisme, aucune action n'est intrinsèquement immorale. D'ailleurs, aucune action n'est intrinsèquement morale. Tout dépend de la fin qui est visée. Si une action contribue au plus grand bonheur du plus grand nombre, elle est morale. Et si elle n'y contribue pas, elle ne l'est pas. Et par conséquent, des actes aussi injustes apparemment que la torture, la discrimination, on peut penser à des formes très dures de discrimination, l'homicide de l'innocent, peuvent être justifiés dans certaines conditions, puisque dans certaines conditions, il se pourrait que ces actions soient utiles au plus grand nombre. Donc il n'y a pas d'interdit absolu. Si cette vision peut choquer, l'utilitariste répondra que les conditions dans lesquelles ces actions répréhensibles sont justifiées sont exceptionnelles, et qu'au fond, la morale commune est rarement mise en cause, et que dans les situations exceptionnelles, il est très difficile de dire que le jugement moral est intuitif. Un exemple que donne Schaffer-Landau est celui du général Sherman, qui, alors qu'il faisait face à une guérilla et des exactions, en particulier des tortures de la part des sudistes, a décidé, pour faire un exemple, d'exécuter un prisonnier, donc contre toutes les lois de la guerre, et a obtenu la cessation de ces exactions et de cette guérilla. Du point de vue du calcul utilitaire, Sherman a certainement bien fait. Du point de vue de la justice, on a envie de dire quand même. De la même manière que vis-à-vis du juge qui condamnerait l'innocent pour éviter un lynchage et une guerre civile, on aurait envie de dire, en tout cas moi j'aurais envie de dire, quand même. Ce qui nous donne un argument de l'injustice. L'utilitariste ne peut pas refuser la première prémisse, ou en tout cas peut difficilement considérer qu'une théorie morale ne devrait pas permettre la commission de graves injustices. Par conséquent, il devrait se défendre en montrant qu'il n'est pas conduit à permettre la commission de graves injustices. L'utilitariste devrait refuser la deuxième prémisse. Comment peut-il le faire? Il peut le faire en disant, d'une part, qu'il y a une autre valeur intrinsèque en plus du bonheur, qu'il faut maximiser non pas le bonheur, mais le bien ou l'ensemble des bonnes conséquences, et qu'il faut introduire la justice à côté du bonheur fait de plaisir et de l'absence de douleur. Mais s'il opte pour cette réponse, il se trouve confronté au dilemme des cas où il faut choisir entre justice et bonheur. Faut-il mettre la justice au-dessus du bonheur, faire toujours prévaloir la justice sur le bonheur? C'est une difficulté. L'utilitariste peut dire que l'injustice ne peut jamais maximiser le bonheur. Mais là, c'est un optimisme indu. Il faudrait estimer qu'il n'y a pas de criminel heureux,
Et je dirais qu'au moins a priori, euh, même si ce n'est peut-être pas fréquent, nous n'avons pas de raison de penser que le criminel heureux est une impossibilité. Et du coup, on peut se demander si l'utilitarisme n'est pas finalement conduit à refuser la première prémisse et à accepter que la justice doit être parfois sacrifiée. Au fond, c'est ce qu'a fait Sherman. Au fond, c'est ce qu'ont fait les Américains et le président Truman en décidant un bombardement terroriste pour mettre un terme à la guerre avec le Japon, sachant que par exemple la bataille de Tokyo a fait semble-t-il 200 000 morts civils, et donc plus que les 2 bombes atomiques, alors que les morts civiles alors étaient des dommages collatéraux, donc c'était un bombardement qu'on dit stratégique, qui visait des cibles militaires mais faisait des dégâts civils, tandis qu'Hiroshima et Nagasaki visent des populations civiles pour terroriser la population japonaise et mettre fin à la guerre. C'est aussi l'idée de la résistance terroriste qui admet qu'on exécute souvent lâchement, ou en tout cas dans le dos, un certain nombre de personnes. Pensez à l'IRA ou pensez au FLN. Donc ce sont des actes qui sont injustes, mais pour une cause qui justifie ces actes injustes. Alors il me semble que cette idée que la justice doit être sacrifiée nous paraît acceptable pour des petites injustices. Zorro dépouille les riches pour donner aux pauvres. Mais c'est moins clair pour les grandes. Et vous remarquez que Zorro ne tue jamais les personnes qu'il vole. S'il tuait pour donner, si c'est, je dirais la même chose de Robin des Bois. Alors je ne sais plus si Robin des Bois tue, mais au fond, voler pour des riches qui ont en plus un certain nombre de vices pour nourrir des affamés nous paraît légitime. Zigouiller en masse, ce qui a été le fait d'un certain nombre de révolutions, y compris au XXe siècle, le paraît moins. J'ai reproduit un texte un peu long de Stuart Mill, enfin plutôt 2 textes, l'un tiré du livre sur la liberté et l'autre de l'utilitarisme. Je vous laisse les lire pour voir comment Stuart Mill veut faire toute sa place à la notion de justice, mais évidemment en le faisant, et en estimant, je lis le dernier paragraphe, que la justice est un nom désignant certaines nécessités morales, qui, considérées dans leur ensemble, occupent un rang plus élevé dans l'échelle de l'utilité sociale et sont d'une obligation supérieure à celle des autres nécessités morales, on peut se demander si ce principe de Stuart Mill, aussi respectable soit-il, ne le met pas en porte-à-faux avec le principe de l'utilitarisme. Et plus généralement, c'est la question des droits, de savoir s'il y a des droits fondamentaux qui, pour utiliser le vocabulaire des jeux de cartes, coupent euh, le principe de l'utilité, du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Si Stuart Mill était conduit à cette conclusion, il serait en difficulté. Alors il est le premier, le moins naïf de tous les philosophes, il essaye de rendre compte du fait que la justice euh, est utile euh, au plus grand nombre, et que par conséquent les principes de la justice, la sagesse des nations et des peuples, la mise tout en haut des règles qui favorisent l'utilité, mais cela reste un problème, à moins que Stuart Mill ne soit ici conduit à ce que l'on a appelé au XXe siècle l'utilitarisme de la règle. Jusqu'ici, l'utilitarisme est toujours un utilitarisme de l'acte. L'action bonne est celle qui maximise les conséquences. L'utilitarisme de la règle, c'est l'idée que certaines actions ne maximisent pas les conséquences, mais suivent une règle qu'il est plus utile sur le long terme pour la société de suivre. Et par conséquent, nous pouvons avoir des actions qu'il est bon, qu'il est même éventuellement obligatoire d'accomplir, alors qu'elles ne contribuent pas au plus grand bonheur du plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, l'utilitarisme de la règle semble, comme je l'ai écrit, rejoindre la morale commune des interdits absolus. Au fond, dans un cas, il serait plus utile apparemment de torturer le terroriste pour obtenir des aveux et pouvoir éviter un attentat. Et en violant la règle de l'interdit de la torture, peut-être que sur le long terme, on peut estimer que cette violation sera moins utile à la société. Et donc,
On peut demander, selon l'utilitarisme de la règle, de suivre une règle dont il serait vrai que désobéir à la règle produirait de meilleurs résultats. Mais cette conception, cette reformulation de l'utilitarisme a rencontré des objections très fortes, et la plupart des utilitaristes finalement l'ont abandonnée, parce qu'au fond c'est ménager la chèvre et le chou, et c'est abandonner d'un côté ce qu'on reprend de l'autre. Le philosophe australien G.G.C. Smart parlait à ce sujet de fétichisme de la règle et considérait que l'utilitarisme de la règle devenait irrationnel, puisqu'il utilisait un principe qu'il finissait par nier. Au fond, au nom de l'utilitarisme, il estime que l'on n'est pas obligé, en toutes circonstances, de favoriser les meilleures conséquences. Évidemment, l'utilitarisme de la règle euh, finit par gommer la différence entre morale téléologique et morale déontologique, puisque la règle devient un devoir qui prime sur le calcul téléologique de la maximisation des conséquences. Ce qui fait que l'utilitarisme de la règle, qui peut paraître plus évolué, plus sage, plus subtil, peut être refusé comme étant une sorte de cercle carré de contradiction qui doit ou bien basculer du côté classique de l'utilitarisme de l'acte, ou bien verser dans les doctrines déontologiques, qui sont les doctrines que j'aborderai dans le prochain cours.